Radio Alpa, l'alternative. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. L'actualité, on en parle. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Avec Jean-Yves Breteau et son invité. Et cette semaine, l'actualité, on s'en parle sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et radioalpa.com avec Sophie Bringui, conseillère régionale Europe Écologie Les Verts au Conseil régional des Pays de la Loire. Bonjour Sophie Bringui. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour commenter l'actualité. Alors, ça ne vous a pas échappé, il n'y a plus de députés clairement identifiés Europe Écologie Les Verts à l'Assemblée nationale. En 2012, il faut le rappeler, 17 députés Europe Écologie avaient été élus, pouvant ainsi constituer un groupe. Le Conseil fédéral des 9 et 10 septembre a décidé l'organisation d'assises de l'écologie pour fonder les bases d'un nouveau parti de l'écologie en France. Il a adopté d'ailleurs de début décembre, c'est donc très récent, une feuille de route partagée par ses représentants de l'ensemble des régions. Dès le début 2018, différents chantiers seront ouverts pour définir une nouvelle feuille de route à partir des consultations qui vont s'organiser, je pense, un petit peu de manière décentralisée. Comment Europe Écologie Les Verts va-t-elle se remettre durablement des conséquences politiques des dernières élections ? Pour moi, l'enjeu, c'est pas qu'Europe Écologie Les Verts se remette de la situation politique, c'est plutôt comment est-ce qu'on fait en sorte d'avoir un mouvement fort pour porter l'écologie politique. Si je me suis engagée en 2009, c'était pour ça, c'était pas pour défendre une maison ou un parti, mais bien pour participer à l'essaimage, au rayonnement de l'écologie politique. Alors, dans différents partis politiques, dont ma formation politique Europe Écologie Les Verts, il y a des personnes qui réfléchissent à comment est-ce qu'on peut faire en sorte de remettre l'écologie au cœur des politiques publique. Moi, je participerai à la hauteur de mes moyens et là où je suis en Sarthe à ce mouvement-là. Et j'espère que ce ne sera pas un mouvement d'écurie ou de repli sur soi, mais que ce sera un vrai moment d'ouverture pour que l'écologie rayonne encore plus. C'est ça l'enjeu avant tout. Alors Sophie Bringui, qu'est-ce qui peut aujourd'hui distinguer la parole écologique entre un parti qui l'a longtemps détenu et les autres partis qui se la sont appropriés depuis ? Je pense que à cette heure-ci, on est vraiment beaucoup plus sur une refondation. Des écologistes, il y en a partout et c'est tant mieux. Alors, il y a un parti où il y a beaucoup plus d'écologistes réunis que d'autres. Mais l'idée, c'est vraiment de faire converger ces personnes-là et peut-être même au-delà des partis politiques, de faire en sorte que chacun, là où il est, puisse faire avancer l'écologie. C'est ça l'enjeu. Et on voit bien que les écologistes qui, tout au long de l'histoire, depuis plus de 40 ans du Parti écologiste en France, ont pu passer dans un autre parti politique, on fait avancer les choses. Jean-Luc Mélenchon, il a avancé parce que Martine Billard, une ex-verte, est devenue sa conseillère principale. Et des exemples comme ça, on en a beaucoup. Donc moi, je suis pour que les écologistes soient partout et qu'ils fassent avancer partout les politiques publiques. Mais il faut quand même une formation identifiée avec une parole écologiste légitime, c'est important. Et donc, c'est deux stratégies qui se complètent parfaitement. Alors à ce propos, est-ce qu'Europe Écologie Les Verts se retrouve dépouillée de sa spécificité, menaçant de fait de plus en plus son existence ? Je pense que, moi, la question, c'est pas Europe Écologie Les Verts ou pas Europe Écologie Les Verts. C'est vraiment comment on va reconstruire une formation politique qui aura peut-être comme base principale Europe Écologie Les Verts, qui peut-être aura une autre base principale, mais en tout cas qui porte aussi une écologie que je qualifierais de tolérante, d'ouverte, d'aimable et de désirable. Moi, l'écologie de Jean-Luc Mélenchon, c'est pas la mienne. Très clairement, je préfère construire, j'ai envie de proposer, j'ai envie d'aimer les gens, j'ai pas envie d'être dans le jugement. Et donc, en tout cas, j'ai envie d'une formation politique qui porte cette écologie d'ouverture et qui aime les personnes autour d'elle. Alors peut-être que cette écologie qui est la vôtre est peut-être celle de Benoît Hamon, puisque des représentants d'Europe Écologie Les Verts comme Noël Mamère, Yves Constanceau, Claire Monod ou encore Pierre Cerne étaient présents le 2 décembre au Mans, lors du lancement bien sûr du mouvement de Benoît Hamon qui s'appelle Génération au pluriel. Ils font d'ailleurs partie du comité politique provisoire de son organe de direction. Est-ce qu'une fusion entre Europe Écologie Les Verts et le mouvement de Benoît Hamon pourrait aller de soi, comme une suite d'ailleurs logique de la campagne présidentielle, puisque Yannick Jadot s'était retiré pour faire une campagne commune avec le candidat socialiste qui n'est plus socialiste aujourd'hui? Alors, je vais être très claire, je n'en sais rien. Aujourd'hui, je regarde tout ça de loin et avec
Une forme de bienveillance, mais aussi des doutes. Je n'ai pas envie de rentrer dans les logiques d'appareil où on se compte les uns les autres, où on recrée des mouvements, des motions, des tendances, et où on porte une ou plusieurs personnes qui seront les personnages providence d'une formation politique. Donc je regarde de loin, je regarde comment ça évolue, et on verra bien dans quelques mois. Moi, je suis pour la preuve par les actes. Et donc, on verra quels actes sont posés et comment ça avance. C'est possible. Je ne sais pas si je suivrai ce mouvement. Ce n'est pas certain. On a senti quelques distensions, justement, par rapport au choix de Yannick Jadot pour la présidentielle. Certains étaient contre le fait qu'il rejoigne le candidat socialiste. D'autres étaient pour. Il reste des séquelles de ça ? Il reste toujours des séquelles dans un parti politique, puisque c'est avant tout des histoires humaines. Mais aujourd'hui, je pense que cette page-là, elle est tournée, qu'on avance. Yannick Jadot continue d'être un formidable porte-parole pour Europe Écologie Les Verts, et on a de la chance de l'avoir parmi nous. On avance. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Le Conseil régional des Pays de la Loire se réunira du 20 au 22 décembre autour du vote du budget 2018. Lors de leur conférence de presse, les élus écologistes et citoyens dont vous faites partie se disent perplexes devant le manque de vision pour le territoire. En quoi les choix politiques de la majorité qui est conduite par Christelle Morançais, qui est sa nouvelle présidente, vous donnent-ils cette impression ? Quand on lit le rapport du budget primitif 2018, donc ce qu'on appelle dans une association le budget prévisionnel en fait pour 2018, on voit une suite de priorités. Il y a tellement de priorités qu'au bout du compte, il n'y a plus de priorités. Et en fait, la politique régionale se résume plus à une boîte à outils techno qu'à une projection dans l'avenir. On ne sait pas, je vais juste prendre l'exemple par exemple des lycées. Aujourd'hui, la région a dévoilé à la presse sa stratégie d'investissement dans les lycées. On se retrouve avec un département de Loire-Atlantique qui est en asphyxie, avec une explosion démographique forte. On a en Sarthe une tendance qui n'est pas complètement inverse, mais qui est beaucoup moins forte, avec des lycées qui se retrouvent en recul, comme par exemple, je pense à Ciel-Guillaume. Et on ne sait pas du tout, quand on lit cette stratégie-là, ce que la région compte faire. Il n'y a pas de comité de pilotage territoriaux, il n'y a pas de vision globale des besoins en lycée de la région, et du coup, il n'y a pas de priorisation claire en fonction de critères objectifs. Donc non, on ne sait pas, on a l'impression que c'est une gestion à la petite semaine. Et quand on connaît l'importance des locaux pour les lycéens et d'apprendre dans un environnement qui est favorable, c'est grave en fait qu'aujourd'hui, en 2018, après 2 ans de mandat, on n'ait aucune perspective pour la gestion des lycées en Pays de la Loire, par exemple. Alors vous dénoncez l'abandon de la jeunesse, les baisses importantes sur les lycées dont vous venez de parler, la mollesse sur l'environnement montrant que les enjeux de la COP21 et du sommet climat de mardi dernier ne sont pas pris en compte. Alors, on n'a aucune politique climat au niveau régional, que ce soit clair. C'est un mot qui n'apparaît à peine dans les différents rapports ou dans les politiques publiques. Ça ne veut pas dire que la majorité régionale ne fait rien sur la transition énergétique. Ils se sont impliqués, mais d'une manière qui nous fait douter. Dans une politique de transition énergétique, il y a 3 piliers. Il y a le volet sobriété énergétique, c'est comment on ne consomme pas trop d'énergie. Le volet efficacité énergétique, c'est comment par exemple on rénove les bâtiments pour consommer moins. Et puis il y a la production d'énergie. Et alors là, la majorité régionale, elle se concentre, elle veut que produire de l'énergie. Et la question de l'efficacité et de la sobriété, qui sont pourtant dans tous les scénarios de transition énergétique qui existent, les piliers principaux, n'est pas du tout abordée. Donc on a un vrai problème au niveau de la région par rapport à la politique de transition énergétique, avec par exemple un budget des ménages pour les aides à la rénovation énergétique qui a été divisé par plus de 3, les aides pour les logements sociaux divisées par 4. Voilà, c'est quand même des signaux par rapport aux ménages modestes, par rapport à l'urgence qu'est la facture énergétique, qui sont très mauvais. Alors comment vous envisagez de vous faire entendre justement sur ces questions-là ? On se fait entendre grâce à vous déjà, qui nous accueillez, qui nous permettez de dire ce qui se passe à la région. On dira ce qu'on a à dire en hémicycle et on fait notre maximum en tout cas pour alerter sur la situation. On fait aussi des propositions régulières à la majorité, de nouveaux dispositifs, de réaménagement du budget pour permettre en tout cas des politiques qui nous sembleraient être plus efficaces, avoir plus de sens. Par exemple, par rapport au lycée, mon collègue Franck Nicolon va proposer un amendement pour avoir une stratégie de priorisation des travaux dans les lycées. Comme toutes les collectivités, la majorité de la région fait des coupes budgétaires notamment dans des domaines comme la culture ou en direction de la jeunesse. Elle préconise des économies pour
faire plus d'épargne, qui passerait donc de 225 à 250 millions d'euros. C'est ce que nous donne à lire votre communiqué de conférence de presse. Et vous dites que les finances régionales se portent très bien. Effectivement, c'est ça qui est très surprenant, c'est qu'en fait, la majorité actuelle est arrivée avec des espèces d'objectifs à tenir, 100 millions d'économies sur les budgets de fonctionnement, donc c'est les subventions aux associations sur tout le mandat, et on ne sait pas trop pourquoi. En fait, le budget régional se porte bien, la région est bien gérée, elle est bien notée. Tous les voyants sont verts en fait pour la région. Et donc, on a l'impression qu'ils veulent faire des économies pour faire des économies. Normalement, on fait des économies pour gonfler la trésorerie, pour après mettre en place un vrai plan d'investissement. Mais il n'y a aucun plan d'investissement qui est... ils ferment les robinets des deux côtés. Il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de soutien au fonctionnement quotidien de la région. Et ils ferment les deux robinets et on ne sait pas pourquoi et c'est pas expliqué parce qu'il n'y a pas de priorité politique dans le budget. La gauche à laquelle vous appartenez, puisque vous avez fait partie de la majorité précédente qui était à gauche, propose d'inscrire 3 millions d'euros au budget 2018 pour un soutien à la demande de la filière bio, pour laquelle, il faut le dire, se désengage l'État. Pourquoi la région devrait-elle encore mieux accompagner les projets de conversion en agriculture biologique ? L'agriculture biologique, elle a son rôle à jouer et c'est un objectif en tout cas à poursuivre pour l'ensemble des agriculteurs et des agricultrices en France, pour des raisons de santé publique, pour des raisons aussi de pollution de l'environnement, pour des raisons de respect du climat, pour le respect du vivant. Déjà, il y a un intérêt général supérieur à soutenir l'agriculture biologique. Et là, on voit que cette année, les demandes de ce qu'on appelle les conversions, donc d'une agriculture conventionnelle chimique vers l'agriculture biologique ont explosé. Et effectivement, les prévisions qu'avaient fait l'État et la région sont plus du tout à jour. Donc, il y a une mise à jour à faire. Et aujourd'hui, on assiste à une espèce de partie de ping-pong entre l'État et la région qui se renvoie la balle, la patate chaude, on va dire, qui va financer l'agriculture biologique. Donc il faut qu'on arrête la partie de ping-pong, il faut que tout le monde se mette autour de la table, excusez-moi, qu'à un moment donné, tous les financeurs disent « Ok, c'est une vraie priorité » et on avance. Bon, en ce qui concerne la proposition, c'est une proposition du Parti socialiste d'ajouter ces 3 millions au budget. Nous, on pense qu'elle est un peu prématurée parce qu'il va y avoir des annonces du gouvernement au mois de janvier et que c'est important d'attendre ces annonces, de continuer à faire pression au niveau de l'État aussi pour modifier la redistribution des fonds européens sur cette politique-là, et après voir comment la région peut voir compléter. Là, c'est un petit peu 3 millions d'annonces à l'aveuglette. Bon, c'est bien parce que ça permettra de faire parler de l'importance de l'agriculture biologique et des aider. Ce que vous ne faites pas dans votre communiqué. Alors, vous n'étiez pas à la conférence de presse ce matin, non, mais il s'avère que mon collègue Christophe Rouget en a parlé. Simplement, il n'était pas là à la réunion préparatoire vendredi, et donc du coup, on n'a pas pu insérer les éléments. Mais on en a beaucoup parlé et on est vraiment aux côtés des réseaux. Peut-être qu'on est les premiers à être aux côtés des réseaux, en fait. Sophie Bringui, alors, il y a une question qui s'est imposée à moi en lisant le communiqué de votre conférence de presse, c'est que vous projetez vos préoccupations sur la région en 2050. C'est loin 2050, pourquoi cette date ? Parce que je fais de l'art martial. Et quand on pratique l'art martial, on sait que pour bien toucher son adversaire, il faut viser quelques mètres plus loin. Ah oui. Et donc, à l'échelle d'une région, quelques mètres plus loin, c'est 2050. Et effectivement, aujourd'hui, la région est invitée à élaborer ce qu'on appelle le SRADET, un grand schéma régional du développement durable, de l'aménagement et de l'équilibre des territoires. Et l'objectif, c'est 2050. Et on a une majorité aujourd'hui qui n'arrive pas à dépasser 2018. Donc, on les invite vraiment... Maintenant, 2050, c'est loin. À penser plus loin. Ouais. Oui, mais 2050, c'est la démographie, c'est les lycées, c'est pas si loin que ça, en fait, à l'échelle d'une politique régionale. Vous savez, un projet ferroviaire, il met 2 mandats à sortir, 10 ans. Donc, on a vraiment un enjeu à voir plus loin pour prioriser et pour avoir une trajectoire claire. Et si on vise pas si loin que ça, on n'arrive même pas à viser 2025. Finalement, c'est ça aujourd'hui, faire de la politique, c'est voir plus loin que la gestion qu'on donne de son territoire ? Je pense que ça a toujours été là, ça a toujours été ça la politique, et je pense même qu'en France, on a perdu cette culture-là. À une époque, on avait la DATAR, qui était un grand organisme d'État, qui était chargé de faire ce travail de prospective et de planification de la politique de l'État. Et depuis un certain temps, je pense 15-20 ans, on a perdu cette culture d'imaginer le futur et de se projeter dans le futur. Et
c'est très dommageable parce que du coup, on arrive à de la politique dans du quinquennat, à la petite semaine. Et en 5 ans, on a le temps de rien faire, on a le temps de rien penser. Et du coup, on gère les urgences et donc on a des lois d'urgence et on a une France qui dysfonctionne. Et j'espère que sur ces domaines-là, on va réussir à évoluer, à revenir à un temps politique plus raisonnable, plus calme, plus posé et qui sert mieux l'intérêt général. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Isabelle Rousseau vient de nous rejoindre et elle va nous faire partager son humeur libre de la semaine. Bonjour Isabelle. Bonjour. Comment va votre humeur ce lundi ? Eh bien, je suis ravie de rencontrer ce jour une représentante d'Europe Écologie Les Verts, car cela devient très très rare. Tellement rare que je me suis même demandé si vous n'étiez pas en voie d'extinction. Mais où sont les Verts ? Comme toujours, plusieurs théories s'affrontent. Alors, certains affirment que ce serait constitutionnel. Le vert est dans la pomme, pomme de la discorde, ce qui vous aurait donc perdu. D'autres soutiennent que c'est une affaire de programme. Le mélange avec le rose vous aurait finalement effacé de la vie politique, lessivé, essoré. Enfin, les astrologues voient dans le vert la couleur du cancer, ce qui pourrait expliquer une forme d'agonie. Ne dit-on pas du vert qu'il est la couleur de la peau d'un cadavre ? Bref, les hypothèses vont bon train. Pour ce qui vous concerne, le vert est associé au monde végétal, puisque vous dites, je cite, « Je suis très nature ». Un conseil d'amis, méfiez-vous. Certains s'y sont perdus de la nature, justement. On parle même de disparition des Verts au Parlement, c'est dire. Mais je vous vois ce jour, confiante, portant haut les couleurs du parti et votre voix semble toute tracée. C'est, je vous cite toujours, le chemin pour un futur désirable, un monde en paix. Force est de constater qu'il faut un solide optimisme. Mais le vert est aussi la couleur de l'espoir, où tout est possible, mais aussi celui de l'autorisation. Ne dit-on pas « les feux passent au vert ». Alors espérons donc. Notre-Dame-des-Landes, priez pour nous pauvres voyageurs, épargnez-nous, jetez les aéroports aux autres. Vive le vert donc, couleur aussi des bouffons qui font rire les puissants, mais encore de l'argent. Comme quoi, écologie et dollars ont au moins un point en commun. Décidément, il faut de tout pour faire un monde. C'est ça, la biodiversité. Et ça ne supporte pas d'exception, même pour les belles-mères. Alors, en cette période de fête, comme vous, faisons la paix. Pour Noël, ayons une pensée pour ma mère. Une pensée pour ma mère, Noël ma mère bien évidemment. J'avais compris le jeu de mots. Une réaction à ce billet d'humeur ? Écoutez, les vers sont très très présents et dans la terre, ils sont très fertiles. Et je suis sûre que après un winter is coming, le printemps va nous apporter des bonnes nouvelles. Voilà, le ver très fertile de la terre, Isabelle Rousseau, à retenir pour la prochaine fois. Vous parliez de l'avenir de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Il en a justement été question cette semaine. La question, il y en a même deux. Faut-il réaménager l'actuel aéroport de Nantes-Atlantique ou le déménager sur les terres agricoles et les bois autour de Notre-Dame-des-Landes et donc construire un nouvel aéroport ? 3 médiateurs ont remis mercredi dernier un rapport au Premier ministre sur ces deux questions qui tient compte de 200 auditions qui ont été passées en 6 mois. Emmanuel Macron devrait rendre une décision claire avant fin janvier sur ce dossier qui est né, faut-il le rappeler, pour ceux qui ont oublié, au milieu des années 60, certains n'étaient pas encore nés, avant d'avoir été déclarés d'utilité publique en 2008. Un choix qui devra donc statuer sur les coûts. L'agrandissement de l'aéroport de Nantes pour accueillir 9 millions de passagers d'ici 2040 est estimé entre 415 et 545 millions d'euros et contre 992 millions d'euros pour Notre-Dame-des-Landes. Mais en cas d'abandon du projet du nouvel aéroport, l'État devra verser au cofinanceur, qui est Vinci, une indemnité estimée à 350 millions d'euros de compensation.
Et puis, un autre choix qui devra aussi statuer sur l'aspect écologique et environnemental, avec notamment l'aspect des nuisances sonores. D'après le rapport, elle serait plus importante à Nantes en cas d'agrandissement de l'aéroport, mais une implantation à Notre-Dame-des-Landes supprimerait toute nuisance pour les Nantais. Le bilan carbone, lui, tourne à l'avantage des travaux à Nantes, qui n'engendreraient que 1660 kilotonnes de CO2, beaucoup moins que les 1850 kilotonnes qu'émettrait un chantier à Notre-Dame-des-Landes. Enfin, rappelons quand même que 5 actions en justice ne sont toujours pas tranchées. Alors ce rapport ne donne pas la décision à prendre, il liste simplement les avantages et les inconvénients des différentes options avec des recommandations pour chacune. D'après un observateur, pour Nantes Atlantique, c'est le handicap, c'est le bruit. Et pour Notre-Dame-des-Landes, le handicap, c'est l'étalement urbain qui provoquerait donc la construction de l'aéroport. Est-ce qu'il va éclairer ce rapport, d'après vous, la décision que doit prendre le chef de l'État ? C'est un rapport historique, et là je pèse mes mots. C'est la première fois depuis, vous l'avez cité, les années 60, que l'on a enfin un chiffrage et une étude claire sur ce que pourrait être un réaménagement, une modernisation de l'aéroport actuel de Nantes Atlantique. Jamais ça n'avait été fait. Ça a été demandé par les opposants depuis une vingtaine d'années maintenant, parce que le projet a été relancé fin des années 90, début des années 2000. Donc c'est historique que ce travail ait été fait. C'est un travail historique et j'estime que c'est un travail intelligent. C'est-à-dire que chacun est un peu renvoyé à ses certitudes. Et chacun a un peu raison et chacun a un peu tort. Donc c'est un vrai rapport de médiation qui remet les pendules à l'heure. Alors, quand on connaît le dossier très finement et qu'on a lu toutes les études, bon, moi, je pense que cette finesse-là, elle est aussi destinée à calmer certains esprits. Lesquels ? Les esprits des pro-aéroports, puisque il y a des chiffres encore qui ont été tirés. Je pense que la balance pourrait pencher un peu plus du côté des anti-nouvel aéroport et des pro-Nantes Atlantique. Dans tous les cas, on se retrouve quand même avec un rapport qui est fin, qui permet à chacun de sauver la face et qui permet enfin d'avancer sur la base de données intelligibles, compréhensibles et comparables. Je rappelle simplement que la dernière étude qui a été faite sur le chiffrage de la modernisation de Nantes Atlantique, qui n'était pas comparative, nous faisait état de chenilles pour chiens à 600 000 €. Voilà, c'est ça qu'on nous vendait. Donc tous les chiffres étaient gonflés. Là, au moins, on a des chiffres sur lesquels on peut s'entendre. Et c'est peut-être la première fois depuis 20 ans qu'on peut sortir de la bataille de chiffres et qu'on peut avancer. Et clairement, très très clairement, la balance, elle penche du côté de l'abandon du projet de nouvel aéroport et de préservation de Notre-Dame-des-Landes et de modernisation, de réaménagement de Nantes Atlantique. Alors, on verra Sophie Bringuy, parce que durant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron s'était montré plutôt favorable au nouvel aéroport soutenu par quelques 55% des habitants de Loire-Atlantique lors d'un référendum local qui a eu lieu en juin 2016. Avant d'être nommé ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot rejoignait les opposants à Notre-Dame-des-Landes. Le président de la République prendra très certainement attache auprès de lui pour une décision concertée. S'il devait être désavoué, une question se pose, doit-il rester au gouvernement, Nicolas Hulot ? Alors ça, j'ai même pas envie d'y répondre. C'est dramatique. On parlait des vers dans la pomme tout à l'heure avec le petit mot d'humeur. C'est terrible parce que dès qu'un écologiste prend des responsabilités et qu'il est au gouvernement, on a l'impression que pendant toute la période où il est aux responsabilités, la seule question qu'on se pose, c'est quand est-ce qu'il va partir ? Est-ce qu'il avale trop de couleuvres ? Est-ce qu'on se demande ça pour les autres ministres du gouvernement ? Non. Et pour moi, c'est pas ça l'enjeu. Je crois que Nicolas Hulot a, de par son parcours, montré sa conviction et sa sincérité. C'est à lui de juger où il sera le plus utile. Et donc moi, je suis pas en train de compter les couleuvres qu'il avale. Simplement, je serai en soutien dès qu'il aura besoin pour avancer sur des dossiers. Mais vous comprenez que la question puisse être posée ? Je comprends qu'elle puisse être posée, mais je crois que c'est pas l'enjeu. C'est-à-dire qu'après, c'est à lui de savoir. Moi, je sais pas quel dossier il est en train de négocier, Nicolas Hulot. Et s'il devait quitter demain le gouvernement parce qu'il serait désavoué sur ce dossier-là, combien d'autres sujets n'avanceraient pas parce qu'il serait parti ? Et il y a que lui qui sait ce qu'il est en train de négocier dans les coulisses. Et il y a que lui qui peut savoir si c'est le moment de partir, si c'est le moment de rester. Et à un moment donné, faire un mandat avec cette épée de Damoclès sans arrêt sur la tête, c'est pas possible. Laissons-le travailler.
Le rapport préconise, quelle que soit l'option retenue, je cite, le retour à l'état de droit, donc l'évacuation des 200 à 300 personnes qui occupent la ZAD en signe de contestation. Comment voyez-vous cette évacuation qui risque de se faire par des affrontements violents avec les forces de l'ordre ? Pour Europe Écologie Les Verts, on demande qu'il n'y ait pas d'actes de violence et de passage en force sur la ZAD. Alors comment faire on travaille par la négociation et on travaille à un retour à la normale. Le fait déjà qu'il ne pèse plus la menace d'un projet de nouvel aéroport va apaiser considérablement les rapports sur la ZAD. Après, il s'agira effectivement de normaliser les relations avec les communes, avec les autres habitants, de travailler effectivement là du coup en médiation, en vraie médiation, parce que ce qu'on appelle le rapport des médiateurs, en fait, c'est une expertise. Et là, de vraiment faire de la médiation entre les nouveaux venus dans le cadre de la lutte, les habitants historiques, elle existe déjà pas mal sur le territoire, et de retrouver au fur et à mesure un retour à la normale. Moi, je pense que c'est tout à fait possible. Donc il faut quand même qu'ils s'en aillent. Certains oui, d'autres non. Il y a des habitations... Comment on fait le choix entre ceux qui s'en vont, ceux qui s'en vont pas ? Il n'y a pas de choix à faire, ça se fera naturellement. Il y a des personnes qui sont là pour la lutte, et il y a des personnes qui sont là parce qu'elles ont envie de construire quelque chose et qu'elles ont déjà beaucoup donné pour Notre-Dame-des-Landes. Donc je pense que chacun fera son choix et qu'il faudra trouver une place pour l'ensemble des personnes qui souhaitent entretenir ce site avec un enjeu majeur qui est de vraiment préserver la biodiversité sur place. Parce que le comble, c'est que cette biodiversité, elle est dans cet état-là aujourd'hui parce qu'il y avait un projet d'aéroport. Il ne s'agirait pas que demain, la FNSEA arrive, démembre tout et ratiboise tout le bocage. Ce serait quand même vraiment terrible par rapport à la lutte qui a été menée pour préserver la biodiversité sur ce site. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a confirmé ce lundi que le gouvernement envisage de durcir sa politique d'asile et d'immigration, s'appuyant sur les 95 000 demandes d'asile par an qui représentent une grande ville chaque année, c'est ce qu'il a dit. Il a rappelé que la France ne pouvait pas accueillir tout le monde et qu'il fallait faire en sorte de pouvoir bien accueillir ceux qui obtiennent le droit d'asile. Le ministre de l'Intérieur est également revenu sur l'accélération des expulsions du territoire des déboutés du droit d'asile. Un projet de loi sur le droit d'asile et l'immigration devrait arriver normalement auprès des députés en avril 2018. Il viserait notamment, je cite, d'expulser davantage et mieux en allongeant la durée légale de rétention dans les centres administratifs de 45 à 90 jours, en augmentant le nombre de ces structures et en renforçant les effectifs de la police de l'air et des frontières. Alors, plusieurs associations dont Emmaüs, la CIMAD et la Fondation Abbé Pierre viennent de saisir ce lundi le défenseur des droits Jacques Toubon. Elle proteste contre une circulaire du ministère de l'Intérieur en date du 12 décembre qui vise à recenser les migrants dans les centres d'accueil. Ces associations demandent donc à Jacques Toubon d'intervenir auprès du gouvernement pour que ces dernières instructions portant gravement atteinte, c'est elles qui le disent, aux droits fondamentaux des étrangers, ne soient pas mises à exécution. Sophie Bringui, est-ce qu'il faut ou pas instaurer un contrôle généralisé des personnes étrangères pour procéder à un examen contraint de leur droit de séjour en France, c'est-à-dire régulé? Je suis pour ma part profondément choquée et attristée du tournant un peu coercitif depuis quelques semaines, parce que cette circulaire, elle est dans les tuyaux, on la connaît depuis le mois de novembre en fait, de ce gouvernement au regard du sujet des migrants. On ne peut pas ignorer la détresse des personnes qui viennent en France. J'ai moi-même fait du bénévolat au centre d'accueil de la Porte de la Chapelle à Paris. Je fais aussi du bénévolat en Sarthe dans ce cadre-là. Et à chaque fois, on rencontre des destins humains qui ne peuvent pas laisser indifférents. Et la politique coercitive avec des mesures de rétention fortes qui est prônée dans cette circulaire, contrairement au droit en vigueur aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, elle va beaucoup plus loin que ce que la loi autorise. Donc c'est une circulaire complètement illégale. Et tout simplement choquante et loin du discours humaniste que peut avoir à certains égards le président de la République. Alors en même temps, Gérard Collomb dit oui, mais c'est aussi ce qu'attendent les Français. Écoutez, les Français, je pense... Une partie en tout cas des Français. Les Françaises et les Français, je ne suis pas certaine de pouvoir parler en leur nom. Il y a aussi une diversité de Françaises et de Français. Pour moi, ce qui compte, c'est pas ce que pensent les Françaises et les Français, c'est ce qui est juste
Et c'est l'humanisme. Et c'est l'amour de l'autre, et c'est le respect de l'autre. Quand on voit dans quelles conditions ces personnes voyagent, quand on a vu l'élan de solidarité qu'il y a eu suite à la photo d'Aylan, c'est pas si longtemps, Aylan, je pense que les Françaises et les Français, ils peuvent avoir cet élan du cœur-là. Et que avoir des responsables politiques qui nourrissent le discours de l'extrême droite en prenant de telles mesures et en légitimant un discours d'extrême droite, ça me rend triste et je trouve ça grave. Et moi, après, c'est peut-être extrême et certaines personnes trouvent que j'exagère quand je le fais, mais je suis d'origine juive. Et quand je vois la manière dont on traite les migrants à certains égards, quand on a vu ce qui se passait en Libye avec l'esclavage, je pense pas qu'on puisse à un moment donné refuser d'accueillir, et on est en capacité d'accueillir. Enfin voilà, les chiffres cités, le discours du ministre sont complètement aux antipodes de beaucoup de discours d'experts. Alors Sophie Vringui, vous dites on est en capacité d'accueillir. Malgré tout, il y a des maires qui se sont exprimés dans une tribune ce week-end dans de grandes villes comme le maire de Grenoble, que vous connaissez bien, qui trouve que l'État donne insuffisamment des moyens pour correctement accueillir les migrants. À Paris, on a vu des photos, mais pas qu'à Paris, de gens qui dorment dehors. De fait, comment on régule cette situation ? On régule effectivement en augmentant les places, les capacités, en répartissant mieux sur le territoire la responsabilité de chacun et de chacune, en faisant en sorte de créer des centres aussi décentralisés. Alors moi, je connais bien la situation à Nantes. Au Mans, on n'a pas trop de problèmes aujourd'hui. La situation est relativement bien gérée en Sarthe. On dit même qu'elle est un peu exemplaire. On a un conseil départemental et des services de l'État et des associations qui ont su mettre en place des politiques intéressantes. À l'inverse, en Loire-Atlantique, et c'est un petit peu le comble, parce que du coup, la Loire-Atlantique, c'est une métropole de gauche avec un département de gauche. Donc du coup, ça pose aussi des questions à cet égard-là. C'est infernal ce qui se passe. On a aujourd'hui des jeunes migrants qui sont évacués par la force, par les forces de police de la fac, avec des étudiants qui se mobilisent pour eux. Enfin bon, il y a des choses terribles qui se passent en Loire-Atlantique. Et très clairement, quand on discute avec les personnes ressources sur place, on voit qu'il y aurait une capacité d'accueil, qu'on a une possibilité d'avoir des centres d'accueil décentralisés. Il faut y mettre les moyens, effectivement. Est-ce qu'on accepte d'y mettre les moyens, ou est-ce qu'on veut avoir des petits islands sur les plages ? Moi, ma décision, elle est prise. Alors c'est vrai que la capacité d'accueil, c'est pas forcément physiquement qu'un logement, c'est aussi les moyens qu'on donne au fonctionnement des associations, via l'État, pour bien sûr pouvoir payer des chambres d'hôtel, enfin ce genre de dispositif. C'est ce genre de dispositif, et puis c'est aussi la scolarité des enfants qui sont présents sur le territoire. C'est aussi l'accompagnement médical quand il y a une femme enceinte sur le territoire. C'est aussi l'apprentissage du français pour que les personnes puissent travailler. On a beaucoup entendu parler de la clause Molière. Il y a après un sujet aussi de sécurité sur certains chantiers. Donc voilà, moi c'est un débat que j'aime pas trop. Mais en tout cas, il y a aussi une nécessité à permettre la meilleure insertion possible, la meilleure, en tout cas, arrivée possible en France pour qu'après, les personnes deviennent aussi autonomes et puissent avancer dans leur vie et souvent se reconstruire une vie le mieux possible. Le fait qu'on puisse faire ce tri entre guillemets que dénoncent les associations, ça vous choque vous aussi ? C'est du fichage. Enfin, quand on lit les textes de la circulaire, on est sur du fichage, on est sur de la rétention à domicile, on est sur du délit de faciès. C'est des contrôles intempestifs où qu'on soit. Et ce que dénoncent les associations aussi, c'est qu'à un moment donné, on se retrouve avec des centres d'accueil des personnes demandeuses d'asile ou tout simplement migrantes qui vont se retrouver avec des descentes à n'importe quel moment de la journée. Elles seront complètement insécurisées. Du coup, elles vont fuir ces centres d'accueil. Du coup, elles vont finir dans la rue. Et on va arriver dans des lieux même comme le Mans, par exemple, si ce genre de choses est mis en place, où ça se passe bien, dans des situations impossibles à gérer. Alors en même temps, si on doit avoir une politique en faveur de l'accueil des migrants, c'est aussi des traitements de dossiers administratifs. Donc ça veut dire aussi donner plus de moyens aux associations qui s'en occupent, plus d'emplois ? Il faut effectivement donner les moyens adéquats aux associations. Oui.
Enfin, mais ça, c'est dans beaucoup de domaines. C'est-à-dire que là, on parle des associations de migrants. Moi, hier soir, j'étais au Repas pour tous. C'est les associations qui offrent des repas aux personnes qui mangent pas un repas par jour ou des fois même pas un repas chaud par semaine. Il y a beaucoup de structures associatives dans les domaines de solidarité qui ont vraiment besoin du soutien étatique. Je pense par exemple à la situation de femmes relais. Les femmes relais qui faisaient un travail formidable, notamment au Sablon ou au Ronceret, et qui ont été complètement liquidées par une politique d'État qui n'allait pas. Donc c'est la question aussi qu'on peut poser des emplois aidés. Moi je pense que les emplois aidés sont pas forcément la meilleure forme de soutien à l'emploi associatif. Il y a des formes qui sont plus sécurisantes et qui sont plus aussi pérennes dans la durée, mais il y a une vraie question effectivement de comment on fait au niveau des associations de solidarité. Et quand on parle des associations de solidarité, il y a la question de la culture aussi, de la diffusion de l'information, faire en sorte que chacun ait accès à la culture populaire, que chacun puisse apprendre, que chacun puisse grandir, que chacun puisse développer son esprit critique pour se faire sa propre opinion et pour pas finir encarté au Front National et pour pas penser que les migrants sont un problème, mais pour bien comprendre que les migrants sont une opportunité et que dans toute l'histoire de la France, les migrations sont toujours venues nous enrichir et ont toujours apporté, et ça a toujours été un solde positif pour la France que d'avoir des migrants qui viennent. Merci Sophie Bringui d'avoir commenté l'actualité sur Radio Alpa 107.3. On a été plus long que d'habitude, mais vous étiez ma dernière invitée de l'année 2017. On rappelle que vous êtes conseillère régionale Europe Écologie Les Verts au Conseil régional des Pays de la Loire qui va donc se réunir d'ici la fin de semaine pour voter le budget 2018. On va se quitter avec votre choix musical, le groupe Les VIP avec leur titre intitulé Utopie. C'est extrait de leur album de 2010 qui s'intitule Une vie formidable. Pourquoi ce choix ? Parce que je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie de rêver. Quand on écoute les informations, quand on lit la presse, quand on va dans un café pour discuter, on a le droit à un bouquet de mauvaises nouvelles et on a l'impression qu'on vit dans un monde impossible. Et cette chanson, elle parle du monde des possibles. Et du coup, je la trouve formidable. Bonne fête de fin d'année à vous. Bonne fête de fin d'année à vous qui nous écoutez chaque lundi. Bonne fête de fin d'année, Isabelle. Voilà, mollo sur les chocolats. Hein. Bien sûr. Merci à Arthur Bevier pour la réalisation technique de cette émission qui sera rediffusée mercredi à 8h et dimanche à midi. Bonne fête de fin d'année. Radio Alpa, l'alternative.